Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous allons chercher, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Alors, bonjour à tous, vous êtes sur le NolioCast, épisode numéro 11. Et aujourd'hui, nous entretenons avec Aymeric Brunet. Aymeric, bonjour. Bonjour Hugo. Alors, Aymeric, pour te présenter en quelques mots, mais tu feras mieux que moi ensuite, tu es un des directeurs sportifs du Vélo Club Caladois. Ouais, Vélo Club Franche-Beaujolais, on va rectifier tout de suite. Ah ok, alors attends, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur là-dedans en confondant? Non, c'est que le nom a changé en Ah oui. 2015, je pense. Et voilà, Voilà. voilà. Et j'avais raté le vélo en 2014. Et voilà, Villefranche-Beaujolais. Et donc, tu es un des directeurs sportifs, mais tu es aussi entraîneur, donc tu disais depuis 2013. Alors, Aymeric, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est ta formation qui t'a amené à entraîner officiellement à partir de cette année 2013. Alors, déjà, j'avais avant ça obtenu le tronc commun du brevet d'État, parce que j'ai toujours été très ouvert d'esprit sur l'entraînement, etc. Donc, en étant coureur, parce que j'ai été coureur avant pendant 12 ans, notamment en élite. Donc j'avais mon tronc commun de brevet d'État, et quand les formations DE sont mises en place, j'ai passé mon DE GEPS, donc en cyclisme traditionnel, pour en faire mon métier officiellement, même si avant ça, j'ai déjà entraîné et fait de la direction sportive dans d'autres cas. Alors, tu nous signales justement que tu courais en élite. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ça? Parce que tout le monde connaît le cyclisme avec le Tour de France, etc. Tout le monde sait qu'il y a des gens professionnels qui font du vélo. Mais rares sont ceux qui connaissent les antichambres. Un petit peu, voilà, une fois qu'on a passé le stade du professionnel, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oui, voilà, on dit élite, mais entre guillemets, il y a eu la réforme, donc maintenant on dit plus première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Et la première catégorie est assez large finalement. Il y a tous les coureurs qui aspirent à être professionnels ou qui n'aspirent pas d'ailleurs, qui sont aussi des athlètes de haut niveau. Il y a une base quand même assez large, je trouve, moi, dans le cyclisme. Et voilà, j'ai fait 12 ans en première catégorie, dans des équipes de division nationale. Oui, donc c'est tout de même un gros niveau. Tu as côtoyé sans doute quelques coureurs qui sont passés professionnels depuis, que tu Oh oui, entraînes peut-être aussi, non? un bon paquet. Je n'entraîne plus de coureurs professionnels, non. Là, j'ai un coureur que j'entraînais cette année qui passe professionnel, mais il va collaborer avec un entraîneur de son équipe. Voilà, je suis encore un petit peu, mais je n'entraîne pas, à vrai dire, de coureurs professionnels aujourd'hui. D'accord. Tu nous as parlé de tes diplômes, Aymeric. Est-ce qu'ils étaient tous nécessaires pour pratiquer l'activité de coach ou est-ce qu'il y en a un seul qui suffisait? Et si oui, lequel? Non, un seul suffit, un diplôme d'État, mais oui, ils sont nécessaires. Ils sont. Il y a des débats des fois qui disent que certains avec des diplômes ne sont pas forcément plus enclins à entraîner des athlètes, mais ça me semble une prérogative importante. Et tous les diplômés se battront pour ça, et j'espère que ça continuera. Mais oui, ça amène quand même des choses importantes, des bases, et puis un aspect réglementaire qui est quand même important. Mais un seul serait suffisant, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut bien à un moment donné que tout le monde ait quand même une espèce de base commune pour ensuite, pourquoi pas, faire des spécificités à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est bien. Puis ce cadre réglementaire, comme tu dis, en plus en cyclisme, qui est assez présent, hein, le respect du règlement.
Donc, dur quand même de passer à côté. Même si, c'est sûr, hein, des fois, on voit quelques personnes qui entraînent et qui, en fait, sont sorties d'on ne sait où et qui sont pas forcément mauvaises. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas laisser en plan comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait passer coach, Emeric, puisque tu étais coureur de très bon niveau? Alors, peut-être même que c'était un rêve pour toi de passer professionnel. Et puis, finalement, tu es passé professionnel, mais dans le coaching. Est-ce que c'était un rêve de passer professionnel? Oui, enfin, à un moment, on aspire tous à passer professionnel. Après, j'ai très vite vu que j'avais pas les qualités physiques pour le faire. On va dire que j'étais un petit moteur, mais que j'exploitais à fond, je pense, si on peut résumer comme ça. Et pour quand même l'histoire, moi j'ai aussi un diplôme, à la base j'ai un diplôme dans l'informatique, j'ai un master informatique, donc Bac+5 en informatique pour être ingénieur informatique. Mhm. Et voilà, au moment de la bascule et de rentrer dans la vie active, j'ai voulu continuer un petit peu ma carrière et voilà, à force de toujours s'intéresser à l'entraînement, aux aspects de l'entraînement, à, à suivre aussi des coureurs au quotidien, notamment en 2008. C'est un petit peu là, je pense que la bascule s'est faite. J'étais en train de finir mon diplôme, mon master informatique. Et dans le même temps, j'ai fait toute la préparation olympique avec un athlète olympique, au jour le jour, donc à s'entraîner tous les jours avec lui, à se faire taper dessus tous les jours à l'entraînement. Mais voilà, je pense que j'ai une part comment dire, de la médaille olympique gagnée derrière et du suivi un petit peu psychologique, enfin du retour sur l'entraînement, etc. Pour cette athlète, avec son nouvel entraîneur, c'était compliqué de changer d'entraîneur sur une année olympique. Et je pense que c'est là que ça m'a fait basculer de l'autre côté, quoi. Ah, c'est vrai que tu t'es dit, enfin, tu avais pris du plaisir en tout cas à accompagner à ce moment-là. Ouais, enfin, il se posait beaucoup de questions. C'était quelqu'un comme moi jusqu'au boutiste, donc qui voulait comprendre pourquoi il faisait une séance, qui voulait comprendre toujours tout, et ben, je l'aidais en fait à cette compréhension et à ce retour là-dessus. Et bah, voilà, ça m'a conforté dans ma démarche. J'étais déjà très ouvert sur les questions d'entraînement. Enfin, je disais un peu tout ce qui pouvait me passer sur l'entraînement. Donc ouais, ça a finalisé un petit peu le nouveau projet professionnel. Ah, et ça, c'est assez intéressant, cette ouverture d'esprit, parce qu'en cyclisme, j'avais l'impression que c'était un sport où tu restais beaucoup sur les écrits du passé. Tu vois, les autres faisaient ça avant, ça marche, donc on continue à faire ça. Tu vois, est-ce que tu ne trouves pas que ça a été, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais que ça a été dur à faire accepter de faire des méthodes différentes, tu vois, parfois peut-être de faire moins d'heures ou des choses comme ça? Ah si, carrément. Après, de temps en temps, faut pas oublier justement de revenir aux bases aussi. Eh oui, oui, non, mais oui, bien sûr. Après, si on fait Euh, que 40 minutes voilà, d'entraînement enfin, par jour. non, mais entre guillemets, dans ce qui se faisait dans le passé, il n'y a pas forcément que du mauvais. Faut pas oublier les choses bien qui étaient faites. Et ben, il y a encore une grande interrogation pour moi, notamment dans le vélo. Voilà, là, on est beaucoup comment dire, sur le qualitatif. On n'arrête pas d'écouter, oui, je fais moins d'heures, je fais plus de qualité, etc. Mhm. Beaucoup de choses comme ça. Et finalement, on se rend compte que, enfin, moi, je l'ai toujours vu. Je continue à le voir. Ceux qui n'ont pas fait leur base correcte l'hiver, en décembre, janvier, on va dire, forcément, ils ont une saison pas régulière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas marcher, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas avoir de résultats, mais ils ont des trous dans la saison. Et ça, moi, je mets au défi quelqu'un de me prouver le contraire. Pour l'instant, moi, je ne l'ai jamais vu. Ah ouais, revenir à un hiver donc un peu plus cool, un peu plus voilà, axé sur les heures d'entraînement. Et derrière, après, tu peux justement passer maintenant dans ce qualitatif. On en parlera tout à l'heure avec les différents capteurs qui sont démocratisés. En plus, toi, tu étais là en 2008. Je pense que qu'est-ce qu'il y avait en 2008? Il y avait le ACRM déjà ou pas? Ouais, il y avait déjà le CRM. Le CRM, un des premiers C'est cyclistes à cher, hein. l'avoir utilisé, c'est Greg LeMond en 88 ou 89 déjà. Donc, Ah ouais, tant que ça. Ouais, mais ou alors peut-être un peu plus derrière. tard. Enfin, oui, c'était un.
il a fallu qu'il se batte pour mettre le SRM sur son vélo de course. Son équipe n'était pas d'accord. Eh oui, eh oui. Mais on trouve des images aussi vieilles. Après, oui, c'était l'exception vraiment. Mais en 98, non, qu'est-ce que je dis, 2008, il y avait déjà beaucoup de portables. Le portable qui faisait sa percée, là. Ah oui, le gros moyeu dans la roue arrière. Tout à fait. Qui est très fiable, hein, d'ailleurs. Bon, c'est un très bon outil. Il a disparu de la circulation à cause des rachats de marques, mais non, c'était un très bon outil. Ouais, Ouais, exact. Et puis les pédales qui sont sorties maintenant, c'est pas mal aussi. ouais, bah, les pédales, actuellement, je pense, le meilleur investissement au niveau qualité-prix pour les cyclistes. Ah, tu vas me faire franchir le pas, Émeric. Je n'ai pas pris encore. Mon prochain achat. Oui, il faut. Du coup, on comprend un peu à demi-mot là, ce qui t'a plu finalement, puis ce qui te plaît, je pense encore maintenant dans le métier de coach, c'est d'amener un athlète à son sommet. C'est ça, c'est quand tu as commencé à accompagner ton ami là, pour la préparation des Jeux Olympiques. C'est le fait de pouvoir répondre à ces questions un petit peu. Tu avais face à toi un forçat de travail, j'imagine, et ce qui te plaisait, c'est ça, c'était de répondre à ces questions. Ouais, c'est ça, de l'accompagner. Finalement, je l'accompagnais pas sur la dimension entraînement en soi, puisque de toute façon, son programme d'entraînement, il le respectait, on va Oui. pas dire à la lettre, parce qu'il faisait toujours le minimum de ce qu'il y avait à faire. Ah bon? Oui, d'ailleurs, des fois, c'est justement le retour des fois qu'on faisait, mais s'il avait 9 fois 1 minute à 450 watts à faire, ben les 1 minute, il n'était jamais en toute 450 watts, justement. Ah oui, Donc, oui. ça faisait des séances très, très, très difficiles. Et puis, ben, pour celui qui est dans la roue et qui est moins fort, c'est encore beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais Oui. non, voilà. Oui, c'est un petit peu ça qui m'a guidé. Puis des expériences aussi de temps en temps où justement j'ai fait directeur sportif sur des courses. En plus, à l'époque où il y avait encore les oreillettes et ce genre de choses. Et voilà, j'avais un retour quand même très, très positif des coureurs qui me confortait dans l'idée de faire ce métier, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, justement, alors qui est-ce que tu coaches aujourd'hui? Donc, bah, sans donner de nom, hein, mais est-ce que c'est plutôt des gens du club? Est-ce que ça peut être des cyclistes d'autres clubs qui te contactent de manière tout à fait indépendante? Ou est-ce que bah, même d'ailleurs, tu n'as peut-être pas que des cyclistes avec toi? Alors, j'ai que des cyclistes. Je suis pas, comment dire, je ne me limite pas, mais ma spécialité, c'est quand même le cyclisme. Donc, voilà, autant faire ce qu'on sait faire. Ah oui, 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 je suis sûr. Euh, je suis quand même salarié au Vélo Club Villefranche-Beaujolais, donc ben, oui, je suis des coureurs de Villefranche. Après, non, c'est pas exclusif. J'ai aussi d'autres athlètes. J'essaye de me limiter pour pas que ce soit non plus trop chronophage. Mon activité quand même principale, ça reste de la direction sportive de coureurs Oui, c'est dans pour mon ça que tu es club. salarié. Oui, donc voilà, sur ma structure d'auto-entrepreneur, j'essaye quand même de pas trop surcharger. Oui, et puis ça va vite, hein, en vélo, il y a beaucoup d'analyses à faire. Oui, oui, bah après, on n'est pas obligé de prendre un entraînement pour faire que de l'analyse, hein. Ça peut être que de la planif, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais non, oui, je me limite pour me concentrer vraiment à 100% sur les athlètes que j'entraîne, quoi. Pas faire les choses à moitié. D'accord. Et du coup, en te limitant, qu'est-ce qui fait que tu vas choisir un tel ou un tel pour le coacher, vu que tu peux pas prendre tout le monde? Et bah, déjà, il faut que je sente une forte demande chez l'athlète. Je ne ferai pas la démarche d'aller le chercher. Donc, il faut que lui soit demandeur. Et après, de toute façon, je pense que c'est comme pour tout le monde, c'est le feeling, quoi. Si ça passe, voilà, ça passe. On a on a la même recommandation au niveau du club. On n'oblige pas les coureurs à être entraînés par les entraîneurs salariés au club, Hum. mais on a un droit de regard sur les entraîneurs qui sont là. Et ben, pourquoi déconstruire une relation qui marche bien quand elle marche bien? C'est dommage. Donc voilà, c'est pareil, c'est au feeling, quoi. Ah oui, oui, ok, ouais, c'est vrai que au club, tu peux avoir un coureur qui va être entraîné par quelqu'un du sud-ouest ou quelque chose comme ça, ouais, qui serait venu pour courir dans le club Voilà, c'est de ça. DNA, on dit toujours ça, hein, de DNA. Ouais, N1 maintenant, mais ouais, N1, je pense. ok. Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser comme méthode de charge d'entraînement Émeric, pour tes coureurs? Alors, comme méthode de charge, alors, je suis pas trop, comment dire, je suis Bah, pour pas compter, trop, est-ce que c'est uniquement il a fait 20 heures ou est-ce qu'il y a un peu d'intensité? Comment tu ouais, qualifies bah ça là, à la enfin, fin? voilà. On va dire, on reste quand même sur le modèle empirique du vélo, à calculer des heures, etc. J'utilise quand même les charges Kogan et Foster. Après, moi, la plus intéressante pour moi reste Foster, parce que je me bats justement pour que les coureurs renseignent leurs sensations, leurs ressentis. Et justement, je trouve que depuis quelques années, on a beaucoup, beaucoup d'informations avec différents capteurs, différentes choses, etc. Et, euh, et il nous manquait quelque chose, c'est qu'on commençait à plus du tout avoir les ressentis des coureurs, enfin des athlètes. Eh Et pour oui, moi, c'est une donnée essentielle. Enfin, on a beau avoir tous les capteurs du monde, si on n'a pas ça, il nous manque des informations, quoi. Et pour moi, qui sont pour moi capitales même. eh oui, parce que tu vas donner à ton coureur une séance de PMA, donc je pense que les 9 fois une minute que tu énonçais tout à l'heure sont un bon exemple. Euh, là, ton coureur va la réussir, c'est-à-dire il va être dans la bonne zone de watts ou la bonne zone cardiaque, etc. Et tu te dis, bon, bah voilà, il a réussi, génial. Sauf qu'il y a deux cas de figure, enfin, il y en a peut-être même trois. Premier cas de figure, en fait, c'était super facile. Donc, bah, en fait, sa PMA est sous-évaluée. Donc, toi, derrière, il va falloir que tu recharges un peu, enfin, que tu fasses des choses différentes. Ou alors, il a lutté comme pas permis et il va mettre 3 jours à s'en remettre. Et ça, avec le RPA, c'est pas mal, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis il y a d'autres données, mais enfin, même si maintenant on mesure le sommeil avec les montres, on mesure. Ah, tu fais ça aussi? Euh, non, je le fais pas trop. Non, mais je dis on peut faire ça, on peut Hmm. mesurer le sommeil, enfin, je pense que tu vas nous parler de variabilité de fréquence cardiaque un peu plus tard. Oui, c'est Euh, vrai. on peut mesurer plein de choses, mais au final, enfin, la montre, elle a beau dire qu'il a dormi 8 heures, s'il a passé une sale nuit, qu'il n'a pas envie d'aller rouler, enfin, il faut qu'il rentre, quoi. La montre, elle va pas nous le dire. Eh oui. Même si on a une petite idée qu'il n'a pas très bien dormi, on n'a pas le ressenti là, du coureur. Et bah, pour la petite histoire, moi d'ailleurs, j'avais développé une application en 2010 pour justement que les coureurs renseignent leur ressenti, enfin, et leurs sensations sur les séances. D'accord. Je, je Ah, voulais juste, je voulais juste ça. t'étais avant-gardiste, hein, parce qu'en 2010, si j'avais un Oui, bah, smartphone, mais pouh, voilà, c'était. oui, bah, fallait pas développer. Il n'y avait pas d'application à l'époque, hein, c'était encore avec du HTML pour ceux qui comprennent le langage codé, mais Ah, c'était un petit point exe sur ordinateur? non, non, je voulais qu'il soit sur mobile justement, mais Ah, c'était entre guillemets une page web qui pouvait s'afficher sur n'importe quel mobile, quoi. d'accord, d'accord. Ouais. Euh, L'idée, c'était justement que ce soit sur mobile. Donc, c'était quand même, oui, assez tôt par rapport au portable, mais que justement que ce soit simple quand le coureur il a fini sa séance, qu'il pouvait tout de suite remplir ça. C'est pas mal. Alors, j'ai appris à l'utiliser. Donc, moi, j'ai Nolio depuis 2 ou 3 ans. Je me rappelle plus bien, là, avec le Covid, ça s'embrouille un peu dans ma tête. Au début, en fait, tant qu'il n'y avait pas de problème, je mettais 8, 9, 10 sur 10 pour les sensations. Enfin, tout allait bien, quoi. Et là, j'ai réappris à les utiliser cet hiver. Donc, je vais vraiment balayer toute la gamme parce qu'en fait, il y a des jours, je ne m'écoutais pas vraiment, quoi. Et ça c'est un travail que tu fais un peu avec les coureurs à leur apprendre à donner la note. Non, justement, je leur apprends pas à donner la note, parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit personnel. D'accord, En ouais. fait, je m'explique là du coup, par exemple, avec un grand nombre d'athlètes, notamment moi, même si j'entraîne pas tous les coureurs, j'ai tous les coureurs de mon équipe qui sont sur Noyo, Mhm. et avec d'autres entraîneurs justement qui les entraînent. Donc, je vais pas avoir de regard sur l'entraînement enfin, je peux voir ce qu'ils font, mais le but, moi, c'est pas de changer ce que fait leur entraîneur. Mais par exemple, avec les sensations renseignées, avec le tableau de Bornolio,
Je suis capable de balayer tous les coureurs une fois par semaine. Et Mhm. justement, je vois quand il y a, je me suis fait un petit code couleur et je vois par contre quand il y a un problème, quoi. Donc j'imagine, par exemple l'an dernier, à un moment, un coureur, il a mis que des, enfin, il avait l'habitude de toujours mettre la même note. Donc Mhm. tu te dis bon, bah, peut-être qu'il remplit pas correctement, etc. Et puis d'un coup, Ah oui, d'un pendant coup, il change. 4-5 jours, bah, la couleur sur son tableau de bord a changé, quoi. Et là, justement, c'est là où bah, c'est intéressant. Tu dis, il y a un problème, quoi. Et là, tu vas voir plus en profondeur pour, euh, pour voir ce qui se passe et effectivement, ben, lui dire d'aller se reposer un petit peu à ce garçon. Mhm. Ah, et puis c'est d'autant Et plus intéressant qu'en tant que directeur sportif, des fois, tu dois peut-être faire une sélection pour les courses du week-end. ouais, après, je me base peut-être pas trop là-dessus, mais c'est pour ça aussi, nous, qu'on a rendu ça obligatoire. Enfin, je pense que c'est quand même important de savoir où en sont chaque coureur. Et aujourd'hui, c'est clair pour nous, celui qui ne remplit pas ces données, pour nous, il s'entraîne pas, donc il ne sera pas sélectionné sur les courses. Oui, et puis finalement, c'est lui rendre service parce que c'est pour lui éviter peut-être un surentraînement dont on mettrait beaucoup plus de temps à s'en sortir, quoi. Mieux vaut être un Oui, peu vexé 2 semaines que. ouais, enfin, sur les 2 dernières années, là, franchement, on a réussi à déceler 2 coureurs qui étaient en surentraînement. Et je pense que du coup, c'est important de pouvoir analyser ça. Ou même sur les stages, hein, quand on fait le premier stage de début de saison, c'est toujours un petit peu le concours de la demi-roue, de celui qui va rouler le plus fort, etc. Eh ouais, c'est la Et, tradition. et ouais, et quand au bout de 2, 3 jours, tu as les plus faibles qui mettent que toutes les séances sont difficiles, etc. À un moment, tu te dis, il va péter une durite avant la fin de semaine, quoi. Ouais. Donc oui, c'était enfin, entre guillemets la tradition du cyclisme, mais c'est pas le but nous d'éliminer les plus faibles sur les stages. Donc voilà, Ouais, faut puis réapprendre un petit peu tout ça. tout le monde n'arrive pas avec les mêmes. Même pour tous ces coureurs qui vont peut-être habiter autour de Lyon, il y en a, ils sont un peu plus dans les monts du Lyonnais, d'autres un peu plus en ville. Il y en a, ils se sont fait avoir par la neige pendant 3, 4 jours, d'autres non. Donc c'est compliqué aussi le stage de début de saison. Là, tu dois être attentif, là. Oui, oui, puis entre guillemets les meilleures élites là qui veulent passer professionnels et qui font que du vélo, et puis ceux qui sont encore à l'école ou ceux qui travaillent, Ah oui, oui, il qu'on y a des passait les disparités en examens en début d'année. janvier, des choses comme ça. Il y a des grosses disparités, oui. Et notamment là, cette année, avec les coureurs de 19 ans qui ont eu 2 saisons un petit peu compliquées avec le Covid. Ouais. Ça va pas être les mêmes coureurs de 19 ans que par le passé, quoi. Ils sont un peu moins de vécu, donc il faut être un peu plus attentif encore. Ouais. Ouais, ça va être des coureurs qui se seront peut-être plus entraînés, mais qui auront moins couru, ce qui sera un peu différent. Quels outils tu utilises à part Nolio? Parce que tu l'as dit, donc tu as ce master d'informatique, tu as toi-même commencé directement à développer une application. Est-ce que tu as t'as un petit outil en parallèle que tu utilises aussi parce que tu le maîtrises mieux ou tu as une préférence? Non, enfin aujourd'hui j'utilise vraiment Nolio. Après j'ai un petit peu tout utilisé, tout testé, enfin, de par ma culture justement informatique et entre guillemets ingénieur qui je pense s'ouvre un petit peu plus les esprits là-dessus. Enfin voilà, j'ai utilisé TNMPIC, j'ai utilisé le bon vieux classeur Excel, j'ai utilisé le calendrier partagé, j'ai un petit peu tout essayé. Et à un moment, je continuais à fonctionner avec mon tableur Excel et je me disais, là, finalement, le mieux, c'est de s'adapter au coureur qu'on a en face, de savoir lui comment il Ouais. fonctionne, quoi. Imposer un classeur Excel à un mec qui va sur son ordinateur une fois tous les 15 jours, c'était un petit peu compliqué. Eh oui. Voilà, enfin, j'ai couru encore avec des coureurs qui avaient leur petit calendrier papier. Donc voilà, ceux-là, est-ce qu'il faut les forcer à changer leurs habitudes, etc. J'en suis pas forcément convaincu. Mais après, voilà, il faut inventer les échanges avec l'entraîneur. Mhm. Ah oui, c'était en 2008, 2009, ma dernière année où j'avais un calendrier où tu pouvais noter pas mal de choses. C'est l'entraîneur qui l'avait donné. Truc papier, ouais. C'était sympa. Je l'ai perdu malheureusement. Franchement, ça m'attriste parce que c'était rigolo, hein. Quand j'avais 17 ans, là, ce que j'écrivais, c'était de la poésie. Moi, j'ai toujours mes
tous mes carnets, je pense. Même depuis 99, je pense, j'ai mes carnets. Ah ouais. C'est l'an dernier, je me suis replongé un petit peu dedans hein, pendant le confinement. J'ai dit tiens, je vais regarder un petit peu ça. Et oui, c'est assez enrichissant quand même de voir que oui, qu'on mettait quand même beaucoup plus d'informations finalement sur notre petit calepin qu'aujourd'hui avec tous les capteurs qu'on a justement. Ouais. Bah oui, parce que tu sais, tu faisais ça, tu étais assis à ton bureau, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone qui bipait dans tous les sens. Et du coup, tu écrivais vraiment tout ce que tu avais vécu pendant la séance. Ouais. Enfin après, moi, Des fois, il y avait 3 livres. c'était pas forcément sur la séance, mais enfin systématiquement, il y avait la température, il y avait un petit peu le circuit fait, donc on avait une idée de la difficulté. Hein, Mhm. du coup, j'étais cadet. Ouais. Enfin, si je montais un col ou deux cols, c'était écrit dans le calepin. C'était écrit quand on se tirait la bourre avec d'autres personnes, etc. Donc voilà, il y avait beaucoup d'enseignements finalement. Mhm. Ah, il y a des anciens athlètes qui, des fois, dépiotent un peu leur carnet comme ça sur YouTube. Tu vois, ils disent, voilà, en 95, je faisais ça, ça, ça. C'est marrant. Quelle est ton approche, Émeric, de l'entraînement? Alors, en cyclisme, à demi-mot, j'ai dit que c'était très, très, très codifié, mais que de plus en plus, il y avait des gens qui faisaient des choses un peu différentes. Qu'est-ce que tu utilises, toi? Tu es plus dans la tradition revisitée? Comment tu définirais ton approche de l'entraînement? Je reste assez classique, on va dire. Une démarche, ouais, un petit peu ce qui se faisait à l'ancienne, on va dire. Mais oui, très axé quand même sur des nouvelles méthodes, sur l'entraînement par intervalle, qu'on va appeler de différentes manières, mais finalement, ça reste l'entraînement par intervalle, qu'on a beau appeler comme on veut. Ah oui, c'est toujours un Les, intervalle, hein. oui, on a beau dire du HIIT, oui, c'est un entraînement par intervalle, par définition. Du polarisé, c'est justement de polariser les entraînements par intervalle et les entraînements sans intervalle. Oui. Euh, donc on en revient toujours à ça et enfin non, oui, j'ai une démarche classique mais très ouverte d'esprit, on va dire. Hmm. Donc voilà, je lis aussi beaucoup hein, sur sur tout ce qui se fait sur l'entraînement. Je suis curieux, j'aime aller au bout des choses. Donc bah, quand je vois quelque chose, j'essaye de comprendre pourquoi il se passe ça et j'essaye de comprendre justement pour l'adapter à mes sportifs ou à moi-même. Parce que je roule encore un petit peu, beaucoup moins qu'avant, mais voilà, j'aime bien aussi tester les séances que je donne. Ah, c'est marrant ça. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment, justement, sur l'entraînement? Alors en ce moment, pas grand-chose, Ouais, ou dernièrement, tu vois, mais il n'y a pas longtemps. non, il n'y a pas longtemps que ce que j'ai relu pas mal de choses un petit peu plus scientifiques encore sur on va parler de variabilité fréquence cardiaque, mais voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus qui m'intéressent. Qu'est-ce que j'ai lu pas mal de trucs un petit peu techniques voilà, pour coder des choses encore. Côté informatique, pour coder en Python, là, avec Alan Cousins, des références un petit peu comme ça pour continuer d'apprendre et pourquoi pas utiliser ses propres outils aussi de temps en temps. Ah oui, c'est vieux le Python, mais c'est toujours utilisé hein, dans tous les automates. C'est Ouais, souvent c'est encore en pas, Python. même là, c'est un truc encore très puissant, et notamment pour tous les fichiers de puissance, etc. Enfin, c'est peut-être l'outil le plus simple pour utiliser des données et pour faire des stats, quoi. C'est un logiciel encore très, très utilisé dans le monde de la statistique, de la finance, etc. Donc, très applicable au domaine du sport. Ouais. Mm. Et le livre de Fred Grapp, tu l'avais lu, là, la très grosse Bible. Oui, bien sûr. Bah, c'était un ouvrage référence quand même C'est en quelle quand il est année qu'il est sorti. sorti? Je crois que Je depuis, vais il y a eu regarder. trois rééditions, je crois. Mais ça doit être vers 99, quelque chose comme ça, non? Ou peut-être un peu avant. Ou Optimisation de la performance. ou 2001, peut-être. Effectivement, troisième réédition en 2018. Ouais, ça passe. Alors, Fred Grapp, ben, c'est un petit peu celui qui a démocratisé l'utilisation de la puissance. Est-ce que tu utilises cet outil, justement, que ce soit via... alors, ça peut Ouais, être le pédalier, ça peut être... en cyclisme, enfin, c'est le premier outil que je conseille.
l'apport de Frédéric Rapp là-dessus a été super parce que beaucoup de cyclistes s'y sont mis. C'était une évolution importante et ça s'est bien démocratisé et c'était c'était quelque chose de très positif pour l'entraînement. Euh, il y a eu encore quelques réticences au début, hein. Enfin, les coureurs, moi le premier, on préférait acheter une jolie paire de roues plutôt que le gros maillot Power Tap à l'arrière, hein. Faut pas se le cacher. Et pourtant, la première chose qu'on aurait dû inculquer aux jeunes, c'est justement de commencer par acheter le capteur avant d'acheter une belle paire de roues, quoi. Mais, euh, mais oui, bien sûr, le capteur, en cyclisme, c'est top parce qu'on a une mesure directe, contrairement à d'autres sports. Et c'est très, très, très important pour moi, ouais. Ouais, c'est sûr, la paire de roues, ça allégeait ton vélo, il y avait un meilleur rendement. Et puis le capteur, alors c'était l'inverse, hein, ça mettait un poids pas possible à l'arrière. Et le rendement, même en faisant un bon montage artisanal, il était quand même assez pitoyable. Donc c'est vrai que tu avais du mal à aller vers ça. Là, maintenant qu'il y a les pédales, qu'il y a les pédaliers Quark, PowerTape, SRM qui sont là, il y a un petit peu de quoi faire. Alors, est-ce que tu as tout le temps le nez sur la puissance quand tu mets un entraînement à tes coureurs ou est-ce que tu le mélanges avec un ressenti cardio? Euh, Par exemple, Non, ouais, enfin, j'ai des coureurs qui prennent le cardio, mais après, ça sera plus pour faire la corrélation derrière sur justement le ressenti, etc. Je regarde plus trop le cardio en soi. La ouais. puissance, oui. Après, quand justement il dit que c'était difficile, etc., ou ce genre de choses, je vais essayer de corréler avec le cardio s'il a ça. Il y a quand même de moins en moins de cyclistes qui mettent la ceinture, quoique ça revient un petit peu. Euh, mais non, comme je le disais, le capteur, c'est quand même une mesure directe, donc c'est très intéressant pour nous, quoi. C'est pas du domaine du ressenti, c'est la performance pure, quoi. Ouais, c'est pareil, moi, le cardio, je le mets ouais, épisodiquement, en fait, sur certains entraînements ou quand j'avais fait un stage en altitude, là, je l'avais utilisé pendant 2 semaines pour voir un peu. Ce cardio, Après, j'essaye aussi à apprendre aux coureurs à justement pas avoir tout le temps les yeux sur le capteur. ah oui, Euh, ce qu'on a trop vu un- parfois à la télé, en caricaturant un peu avec anciennement Sky, qui est devenu Ineos, où tu voyais des coureurs qui ouais, montaient, enfin, mais qui regardaient pas la route. ouais, entre guillemets, c'est pas choquant à partir du moment où justement maintenant on a beaucoup de données, on est capable de prédire des performances à quelques secondes, quelques dizaines de secondes près, etc. Enfin, je trouve pas ça choquant, mais justement, moi j'essaye d'inculquer, d'apprendre un petit peu l'inverse, et je fais par rapport à mon ressenti aussi. Moi, j'utilisais, on va reparler PowerTap, le PowerTap de janvier à mars, on va dire pour justement où là, on a les sensations qui sont pas reliées directement à la puissance. On n'a pas le ressenti encore. C'est le début d'année et on se cherche encore un petit peu. Par contre, après, je m'amusais à faire des séances, notamment, on va dire, au seuil, à mettre le compteur dans la poche. Et je faisais Ouais. ma séance. Et après, par contre, j'analysais. Et finalement, j'arrivais, notamment sur des périodes de bonne forme, à faire, enfin, à 5-10 watts près, je faisais ma séance, quoi. D'accord. Et c'était, du coup, c'était très intéressant. Et des fois, c'est ludique, justement, de faire ça aux athlètes pour réussir à, justement, se réapproprier les sensations. Et ça t'arrive donc maintenant, donc tu envoies les plans d'entraînement à tes coureurs, donc pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a des consignes en termes de watts. Et à un moment donné, il y a une séance où c'est marqué ne pas regarder le capteur. C'est ça? Ouais, enfin, l'idée, c'est ça. Des fois, je leur fais enlever le capteur, ouais. Mais c'est un petit peu ça l'idée de temps en temps, mais c'est plus dans une approche ludique, c'est pas pour bosser plus ou etc., quoi. Et notamment Mm. quand on va faire des exos un peu plus tard à PMA, enfin, là, du coup, à contrario, je préfère qu'ils utilisent le capteur pour justement faire que la séance soit de qualité, quoi. D'accord, ouais, ouais, oui, c'est précis là. Enfin, la PMA, même avec le capteur, des fois, c'est un petit peu. Bon, toi Enfin, aussi, toujours autour de la valeur. quand on voit encore, enfin, il y a encore beaucoup de coureurs, on leur donne des séances à PMA sur le sacro-saint 30-30 du cycliste Oui. et on voit qu'ils ont fait une grosse séance de lactique.
C'était pas ça l'idée de la séance. Ils vous disent que c'est dur. Bah oui, c'est dur. C'est pas du tout la séance qui était prévue. Oui, alors la toute première fois où j'ai eu un capteur, donc c'était un power tape, je pars faire ma séance de 30-30, mais comme d'habitude en fait. Ouais. Et d'habitude, je la faisais avec le cardio. Donc là, je forçais comme un âne pendant les 7 premières secondes. On était sur un sprint quasiment maximum pour que le cardio monte et qu'il atteigne plus ou moins la valeur au bout de 30 secondes. Et j'étais content. Et du coup, j'ai regardé après la courbe du capteur. Et en fait, ça faisait un énorme pic. Donc j'allais à plus de 600 watts. Et à la fin, je finissais à peine à 200. C'est ça, ouais. C'était fabuleux. Donc même si je suis un petit gabarit, c'était quand même une courbe qui ressemblait à rien, quoi. Ça faisait une oscillation terrible. Ouais, mais enfin, entre guillemets, on a tous fait ça. Hein, et on disait que c'était des exercices qui débloquaient, enfin voilà, ce genre de choses, mais on faisait pas du tout. Enfin, du coup, c'était pas du tout une séance de PMA comme on l'entend. C'est sûr que ça débloque. Enfin, voilà, du coup, aujourd'hui, quand je mets 3 fois 20 minutes de 30-30 à PMA, oui, la séance elle est dure, mais si on l'a fait justement comme ça à l'arrache, comme on a tous fait par le passé, ben non, c'est impossible, oui. Ouais, 30 fois, ça fait un peu long. Tu nous en parlais là tout à l'heure, ça fait 2 fois déjà, je sens que tu as envie de venir là-dessus. Le suivi HRV. Alors, est-ce que tu peux nous le redéfinir peut-être brièvement, parce qu'on n'y revient pas à chaque fois? Le suivi HRV, mais en fait, c'est les capteurs qui vont mesurer les intervalles RR, c'est-à-dire un petit peu entre les pics des battements de cœur, et qui sont, selon différentes études, étroitement liés à niveau, comment dire, liés au système nerveux parasympathique et au système nerveux sympathique. Donc, ils vont définir notamment si on peut accepter ou pas un entraînement intensif. C'est un petit peu ça l'idée finalement. Donc voilà, moi je me suis beaucoup intéressé là-dessus. Voilà, l'idée en soi est super. Après, du coup, je l'adapte pas. Je l'adopte pas. Ce que je me dis que c'est contraignant, notamment pour mes athlètes qui sont pas des professionnels. Même si justement ces dernières semaines, je réfléchissais un petit peu que nous à l'époque, tous les matins, on mettait notre ceinture de cardio pour mesurer notre pouls. Et oui. Ou 4-5 fois par semaine. Et on le faisait très bien. Et aujourd'hui, moi-même, j'ai du mal à accepter qu'on puisse faire ça à des athlètes, alors que nous, on le faisait très bien. Donc voilà, je vais peut-être essayer d'y venir quand même avec quelques coureurs. Et voilà, j'ai lu les dernières choses. Là. Moi, ce qui me gênait un petit peu, c'est avant les courses, justement. Le problème encore du cyclisme, c'est qu'on a des compétitions toutes les semaines, voire plusieurs jours par semaine. Et ça, notamment, le modèle anglo-saxon nous a beaucoup apporté là-dessus. Les cyclistes, on voulait toujours courir. On disait qu'il fallait courir pour performer. Et heureusement, les anglo-saxons ont modifié un petit peu ça. Donc, faire un suivi HRV avec, quand on a 2 jours de course par semaine, ça me paraît un petit peu compliqué, en fait. Ouais. Tout simplement. Pour l'instant, tu n'arriverais pas à lui donner une représentation, en fait, avec ce rythme-là. Ouais, c'est ça. Après, sur un modèle où justement un coureur qui court peu, ou notamment chez les professionnels, etc., où le coureur peut adapter, enfin l'entraîneur peut adapter entre guillemets au jour le jour la séance, ça me pose moins de soucis. Et puis, il y a cette dimension psychologique aussi. Si le coureur, le matin, il fait son test HRV, puis c'est pas terrible, peut-être qu'il aura moins... Tu vois, dans la course, il sera peut-être un peu plus perturbé, il aura moins envie, il osera moins. Ouais, Non. justement, je relisais un petit peu quelque chose là-dessus. Je pensais notamment à l'outil AppTool, là, avec qui ont fait beaucoup de recherches. Et justement, il déconseillait de faire le suivi le matin de la compétition. Et oui. Donc j'en reviens au problème du cycliste, c'est que si on enchaîne un petit peu les compétitions, le suivi il devient un peu plus léger. Oui, il y a forcément cette dimension psychologique, c'est un petit peu ça qui me limitait. Si le matin de la course, on te dit non, tu fais pas de séance dure aujourd'hui parce que de toute façon tu es fatigué, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ouais. Et puis des fois tu arrives à réussir quand même, donc c'est pour ça que Ce qu'on apprend un petit peu aux cyclistes notamment,
j'en reviens, enfin, quand on enchaîne les jours de compétition, etc., c'est justement, des fois, on a des sensations qui sont pas bonnes, voire mauvaises, etc. Et ça n'empêche pas de faire une performance, quoi. Mhm. Et il faut réussir à se détacher de un petit peu les sensations de la performance, des fois. Euh, enfin, voilà, on a des fois des courbes où le mec, il a des mauvaises sensations, pas de souci. Mais pourtant, enfin, il est pas loin de ses records sur les watts, sur les données références, quoi. Et là, enfin, il faut faire un petit travail pédagogique là-dessus. C'est pas parce que tu te sens pas bien que tu peux pas être performant, quoi. Mhm. Un dernier truc sur l'intérêt de prendre ça. Ça m'a fait tilt là, quand tu disais tous les matins, on mettait la ceinture cardio avant. Moi, je l'avais fait pendant 2 ans quand je faisais du cyclisme sur route. J'avais voulu être sérieux, bon, ça ne servait à rien. Bon. Et j'avais le cœur qui battait à 35 le matin environ, hein, donc c'était 35, 36, 37, etc. Et puis un matin, je mets la ceinture, et là, je la mets, je la remets, ça déconnait, ça affichait 70. Et en fait, ça déconnait pas, j'avais une mononucléose. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Bon, après, évidemment, à l'entraînement, j'ai été mauvais les jours d'après, mais ça m'avait, tu vois, d'un coup, la valeur avait ouais, été satellisée et ça m'avait servi. Ouais. Enfin, ça m'avait Ouais, servi. enfin, oui, bah, ça a permis quand même de détecter une maladie, donc c'est pas. Ouais, Oui, ça ouais, a bah servi. après, je suis arrivé chez le médecin, je lui ai dit, bon, bah, je pense que j'ai ça. Il m'a fait une prise de sang, il a dit, ah bah oui, vous avez ça. Bon, bah voilà. Voilà. Un petit truc qui est sorti il n'y a pas super longtemps là, avec Super Sapiens, c'est le capteur de glucose. En Ouais. plus, en vélo, ça a fait du bruit parce que immédiatement, je crois que l'UCI l'a interdit. Est-ce que tu utilises ça? Est-ce que tu as des coureurs qui l'utilisent à l'entraînement? Non, j'ai voulu tester pour essayer. J'ai Ouais. vu un coureur qui utilisait bah, pas la version Super Sapiens, mais la version entre guillemets grand public, qui est finalement le même, en beaucoup moins Oui. cher. Oui. Mais j'ai vu un coureur l'utiliser, c'était simplement parce qu'il était diabétique. Ah oui, tu en entraînes un? Euh, Bah, je l'entraînais pas, mais enfin, je l'ai côtoyé, je l'ai vu un petit peu et ça m'a intéressé un petit peu de regarder les analyses là-dessus. Et enfin, voilà, et en échangeant également avec d'autres personnes qui ont pu l'essayer, etc. Euh, non, finalement, ça reste assez compliqué. On n'a pas quelque chose de très précis. On peut pas mettre un plan entre guillemets comment dire, d'apport glucidique sur une course, par exemple. Même si le marketing nous dira le contraire, mais pour l'instant, ça semble un petit peu faux, cette démarche marketing. On ne peut pas voir de si petits écarts dans la glycémie, là. Donc, Hmm. effectivement, on détectera une hypoglycémie. Là-dessus, pas de souci. Mais c'est tout, quoi. Après, si D'accord. ça peut être utile pourquoi pas, pour apprendre un petit peu à gérer son alimentation. Ouais, à la maison, ouais, c'est ce Oui. que j'allais dire, peut-être au Mais quotidien. plus ça dans du quotidien que vraiment sur de la perf en course, quoi. Ça Ouais. va être pour gérer un petit peu son approche bah, des repas, des collations, etc. Ouais, C'est bah, la collation, ouais. plus, c'est plus à ça que ça pourrait servir. Et notamment les petits déjeuners peut-être un peu trop sucrés ou ce genre de choses. C'est plus à ça que ça pourrait servir. Hmm. Et ça, enfin, là, pour le coup, je pense que c'est un outil, un très bon outil. Oui, parce que tu as quelqu'un qui va te dire il faut pas manger ça parce que c'est trop sucré, ça va te faire un pic de glycémie, puis il faut plutôt manger ça. Mais si tu le vois de tes propres yeux sur la courbe via un capteur que tu as sur le bras, c'est quand même beaucoup plus frappant. Oui, Tu, c'est tu ça. manges une banane, ça fait un pic, tu fais ah oui, bah, la prochaine fois, je prendrai des noix. Ouais, je suis pas sûr que ce soit aussi précis par rapport à la banane, mais après, voilà, Si, c'est si, plus la peut-être banane, c'est par. bluffant. D'accord. Après, voilà, c'est plus ouais, dans la démarche, parce qu'on a toujours entre guillemets, ces vieilles préconisations de manger 3 heures avant la course, machin, Ah oui, etc. c'est vrai. Enfin, ça, c'est encore assez génial pour moi, mais des règles finalement de base, mais qui on retient les 3 heures. Et moi, je vois des coureurs qui, ben, limite, ils mettent leur montre 3 heures avant le départ de la course pour dire, ah, ça y est, il faut que je mange.
Ouais. Et puis, Souvent dans la voiture, parce que la course ouais. démarre à 14h, un truc comme ça. Alors, je les laisse faire. Et puis, du coup, 2 heures avant le départ de la course, hop, parce ils ont pris un peu leur temps pour manger, je leur dis, Hum. ben, impeccable, tu vas le monter sur le vélo dans 1 heure et tu viens de finir de manger. Il me dit, ah bah ouais, mais et voilà, il dit, bah oui, mais la règle des 3 heures qu'on dit, c'est justement le principe, c'est d'avoir digéré, quoi, quand tu commences ton effort. Donc là, tu as pas le bon référentiel et c'est plus de. Voilà, là, je pense justement avec un capteur, ça serait intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Ah ouais, de montrer une fois que tu as démarré la course avec une courbe trop haute ou trop basse, ouais, s'il a pris trop son temps. Tiens, un sujet là, qui est pas mal là, en ce moment avec la préparation hivernale qui se fait. Quand tu fais le plan d'entraînement, est-ce que tu adaptes les séances par rapport à la météo? C'est-à-dire, tu vois, le cas typique, c'est un coureur qui est encore un peu étudiant ou qui travaille à mi-temps à côté et qui fait ses séances longues le week-end, puis bah, pas de bol, ce week-end il pleut, tu vois. Alors au début, non. Puis j'attends qu'il se passe ce qui doit se passer, c'est que bah, le mec il fait la séance sous la neige, enfin le Ah la froid, salaud. etc. Il est allé faire ses 4 heures, puis il est content, il dit j'ai fait les 4 heures. Ah ouais, ok. Et là, bah, je lui dis bah non, enfin, c'est pas ça quoi. Hein. Si tu suis le plan à la lettre, c'est que ben, tu as tout faux dans l'entraînement. Enfin, voilà, c'est un petit peu la démarche pédagogique peut-être extrême, mais euh, pour moi, entre guillemets, il n'y a rien de pire que l'athlète qui suit justement le plan défini à l'avance, le plan à la lettre. Hein. S'il est adapté au jour le jour, oui, qu'il le suive, oui, très bien. Mais si c'est un plan fait sur 3 semaines et qu'il le suit à la lettre, ça veut dire qu'il est passé à côté de quelque chose. Et pour moi, c'est entre guillemets, enfin, c'est pas bon. Si, c'est bien, mais c'est pas bon. Ça veut dire qu'il s'est pas écouté ou qu'il n'a pas écouté justement la météo ou les paramètres extérieurs. Oui, parce que toi, ce que tu lui proposes, c'est de faire 4 heures d'endurance. Et puis, en fait, lui, avec le froid, il va faire ses 4 heures d'endurance, mais il va prendre énormément de risques parce que bah, les voitures le voient moins bien, parce que la chaussée, elle est glissante, parce que si tu t'enrhumes, bah, derrière, c'est Ouais, une ou deux semaines sans faire de la PMA, etc., etc., quoi. s'il est malade une semaine, oui, enfin, Ouais. le rapport bénéfice-risque, il est négatif. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, il faut que le coureur, il se dise, tiens, samedi, j'ai ça. Euh, Est-ce que ça va plus me coûter de la faire que de ne pas la faire ou de l'adapter, quoi, parce que le Après, du coup, faire. enfin, le problème, justement, je disais par rapport au Ouais. volume qu'il est important, notamment l'hiver, etc. Donc, c'est un petit peu légèrement contradictoire avec ce que j'inculque aussi. C'est justement de dire qu'il faut savoir adapter et savoir faire moins. Mais enfin, voilà, il faut écouter les éléments extérieurs. Mm. Et aujourd'hui, on a des super bons home trainers. Je ne suis pas un fan du home trainer, mais il faut quand même savoir, savoir remarquer que la technologie a évolué et qu'on a des super bons outils aujourd'hui pour travailler en salle, justement pour pourquoi pas faire du travail qualitatif. Mais voilà, je suis pas non plus fermé sur l'activité cycliste. Là, j'ai notamment un coureur qui est sur Grenoble et qui m'a demandé pour faire du ski de fond. Et enfin, il était même embêté de me demander d'aller faire du ski de fond. Mais non, enfin, c'est le principe aussi de l'entraînement, c'est de se faire plaisir, quoi. T'as envie de faire du ski de fond, va faire du ski de fond. Mm. Oui, d'ailleurs, bon, c'est pas le sujet, mais j'avais préparé une très grande compétition au sortir de l'hiver en 2019 et je fais la même cette année. Du coup, tiens, je me suis dit, je vais regarder ce que j'avais fait comme entraînement en 2018-2019. Et j'avais fait énormément de ski de fond, donc j'avais pas beaucoup couru. Moi, je suis un coureur à pied. Et finalement, bah, j'avais été performant parce que j'avais couru au moment juste, c'est-à-dire après les séances de ski, donc sur fatigue. Et puis bon, il y avait quand même quelques journées dédiées à la course. Mais finalement, en ayant jonglé intelligemment avec les conditions météo, ça l'avait fait. Ouais. Donc responsabiliser le coureur, c'est le mieux pour le long terme, on va dire. Ouais, bah, enfin, notamment là au mois de décembre, on a eu du redoux derrière, mais un petit peu avant, on a eu un petit peu de neige. Ah, il y a eu 3 semaines Voilà. mauvaises là, ouais. Le coureur, enfin, plutôt que déjà, dès le mois de décembre, aller le faire rouler dans le froid sous limite la pluie, neige mêlée, etc.
Ouais. Voilà, une séance de ski de fond est quand même beaucoup plus, je pense, ludique à partir du moment où en plus on commence à savoir skier. C'est quand même plus ludique et plus intéressant que d'aller faire du vélo, se prendre des projections d'eau toute la journée par la figure. Justement, bah, on y vient comme de rien là, à cette période de préparation physique. Alors ça, c'est un terme un petit peu générique, un peu fourre-tout là. On met tout ce qu'on veut, de la course à pied, de la natation, de la muscu, du home trainer, du vélo. Quelle place ça prend pour toi, qui, bah, en plus, c'est quelque chose de très cadré puisque tu retrouves tes coureurs pour le stage de début de saison. Quelle place ça prend? Comment tu l'étends? Comment tu la définirais? J'ai un regard très critique là-dessus. Déjà par rapport à mon expérience personnelle, j'étais quelqu'un qui aimait faire du vélo. J'aime toujours faire du vélo. Et je me forçais à aller faire d'autres choses l'hiver, entre guillemets, donc en novembre, en décembre, en janvier. Je me forçais à aller courir, je me forçais à aller à la piscine, je me forçais à aller à la musculation, je me forçais à faire plein de choses. Et par contre, ce que j'aimais, c'était faire du vélo, quoi. Donc c'était pas rare Ouais. que même si j'avais une autre séance, j'allais faire une séance de vélo derrière ou avant, quoi. Et par rapport à ça, il y a un moment, suite à une blessure au genou, j'ai fait plus que le vélo. Et je me suis dit, je suis pas moins performant, je suis pas ça change pas grand chose, j'arrive toujours à faire mon volume, etc. Mais si le mec il aime faire des vélos, pourquoi lui faire faire d'autres choses, quoi. Donc j'avais un petit regard critique là-dessus et j'inculque plus par contre à notamment ceux qui vont aller faire de la muscu l'hiver. Euh, J'essaye de savoir s'ils se forcent ou si vraiment c'est une envie d'aller, etc. Et pour que notamment celui qui se force et qui prend un abonnement en salle pendant 3 mois pour après plus rien faire derrière et même plus faire du gainage, puis écoute, plutôt que de prendre un abonnement muscu, essaye de faire 2 séances de gainage par semaine, des bonnes séances, pour essayer de garder ça après derrière, quoi. Ça sera beaucoup plus bénéfique que de faire 3 mois de muscu où c'est super, ouais, on progresse beaucoup en muscu pendant 3 mois. Mais derrière, quand on recommence l'année d'après, on est retombé au même niveau qu'on était au début, quoi. C'est-à-dire nul. Ah ouais, c'est ça. Euh, et par contre, notamment plus sur des profils, notamment sur des profils un peu plus sprinter, on va dire. Cela, essayer de leur faire garder par contre la musculation toute l'année, ce qui n'est pas dans la culture du vélo, qui l'est un petit peu plus, notamment justement, encore une fois, avec les méthodes un peu anglo-saxonnes, et qui est arrivé un petit peu dans le monde pro, où les sprinters, eux, vont en salle quand même toute l'année. Il faut le remarquer. C'est le seul moyen quand même de gagner vraiment de la force max, c'est de passer sous la barre, quoi. Sur le Oui, mais vélo, ça ça, devient très ça se voit compliqué, pas quoi. mal en athlétisme, hein. Les Tout à fait, ouais. sprinteurs de 100 et de 200, et alors c'est pas 50% de leur temps qui passe en musculation, mais on n'y est pas loin, hein, suivant comment on compte les séances de pliométrie qui sont un peu un pont entre les deux. À l'époque, on voyait les publications sur les pistards, notamment les pistards français, qui étaient les meilleurs au monde. Ils faisaient énormément de muscu. Ah Et ouais, ah bah, il y a les même eu. cuisses de Ouais, ouais. Robert Foster. Ouais, même les Français, entre guillemets, les cuisses à Florian Rousseau à l'époque, Oui, à ouais, Randonnée, et etc. Grégory Boger. Oui, voilà, dans un truc plus récent, mais c'est des mecs qui ont soulevé des tonnes et des tonnes de fonte, quoi. Mais on le transposait pas trop à la route, encore une fois par des croyances un petit peu ancestrales, mais c'était pas dans les morses et ça l'est un petit peu plus. Et il y a des profils où c'est intéressant, ouais. Ouais, puis ça, c'est peut-être venu avec le fait que justement, tu as certains pistards qui sont passés sur route et qui sont devenus d'excellents sprinters. Euh, Brian Cocard, par exemple. Et tu te dis qu'en fait, ces mecs-là, tu les laisses tranquilles dans le peloton. Finalement, ils font pas trop de vélo, tu vois, dans le peloton quand tout se passe bien. Et à l'arrivée, tu leur fais un effort hyper explosif. Et là, tu es obligé d'être. Ouais, ouais, puis aujourd'hui, on le voit, on a été beaucoup sur les gains marginaux, etc. On commence à chercher des choses pour des demi-watts ou vraiment des petites choses. Et à côté de ça, vous avez un sprinter qui pousse 1800 watts sur un sprint et il va pas aller à la salle de muscu pour gagner plus, quoi. Donc c'était un petit peu paradoxal et c'est quand même bien rentré. Et, je vois notamment
on va dire on peut dire ce qu'on veut sur des coureurs comme Lance Armstrong, mais c'était un coureur qui avait sa séance en salle toutes les semaines, quoi. Oui, il y avait des vidéos sur YouTube. Bon, après, il te montre ce qu'il veut, mais il faisait des préparations avec des blocs et tout, des montées là, un peu formes, tout ça, dans différents sens. J'ai fait des trucs qui ressemblent, c'est assez casse-pattes. Hein. Ouais, d'ailleurs, tu n'as pas fait de vidéo avec les séances de muscu à Lance Armstrong. Hein? Tu n'as pas fait de vidéo avec les séances de muscu à Lance Armstrong. Non, bah, j'ai arrêté depuis qu'ASO m'a tapé sur les doigts. Mm. Emeric, comment tu fais pour progresser en tant que coach depuis ces années? Parce que 2013, bah, tu vois, on va bientôt fêter tes 10 ans de coaching officiel. Donc, tu disais, tu lisais un peu, beaucoup. Et Ouais, je puis, regarde peut-être au beaucoup ce qui quotidien, se avec les fait. nouvelles générations de coureurs qui arrivent aussi, qui te parlent de choses et d'autres. Ouais, c'est ça, c'est enfin, entre guillemets toujours s'adapter, même si j'aime bien justement leur rappeler les bases, les faire revenir aux bases, mais toujours s'adapter. Et justement, bah, l'ouverture d'esprit avec